Bien, écoutez, je remercie bien sûr les intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants, même si c'est un exercice inutile car ils sont généralement très connus. Merci aux participants d'être ce matin pour ce webinaire de la Fondation Prospective et Innovation. La Fondation Prospective et Innovation mène depuis son origine, il y a 35 ans environ, une réflexion qui est tournée vers la proposition aux décideurs publics et privés, donc vers l'action même indirecte. La crise Covid, qui continue à développer ses effets, a mis en lumière la place occupée par les chaînes de valeur mondiales avec leurs avantages et leurs faiblesses. Et ce phénomène est une des composantes des nouveaux déséquilibres du monde qui a fait l'objet de notre grand forum annuel de la fin août et dont les actes, en quelque sorte, l'exploitation sort aujourd'hui en librairie numérique, en librairie électronique. Les nouvelles technologies de l'information sont un des grands moteurs de ces transformations, de ces déséquilibres et impactent forcément les chaînes de valeur mondiales et notre souveraineté, notre capacité à être résilient. C'est ce sujet qui est cette année au cœur des travaux d'analyse de la Fondation Prospective et Innovation. Comment ces chaînes de valeur, comment leur reconfiguration renforce ou affaiblit notre souveraineté, notre résidence, notre capacité donc à faire face au choc. La Covid-19, naturellement, accélère les changements. Pendant le confinement, la mondialisation continue, mais ce phénomène de reconfiguration des chaînes de valeur n'est pas né avec la Covid et ne disparaîtra pas avec elle. C'est un phénomène qui est maintenant engagé depuis une dizaine d'années. Et cette reconfiguration est mue par un certain nombre de facteurs, qui est l'émergence de grands pays, les progrès technologiques, les considérations écologiques, et tout ceci aboutit à une redéfinition des maillons, de la place des maillons, du rôle des maillons dans ces chaînes de valeur. Et naturellement, les maillons de la fin, ce qui touche le commerce, qui relie le producteur au commerçant en gros, aux détaillants et au consommateur final, n'est pas épargné par ces grandes transformations. Donc c'est l'objet de ce séminaire, ce webinaire d'aujourd'hui, que de réfléchir à la fois à ces facteurs de changement, leur expression et également… Jing, il faudrait que tu arrêtes ton micro. Et donc, ce sont ces modifications qui sont au cœur de nos réflexions d'aujourd'hui. Alors, pour mener cette réflexion, un certain nombre de spécialistes, d'hommes de terrain ou de femmes de terrain, qui ont une très grande expérience. Jean-Pierre Raffarin, on ne le présente pas, il a eu des responsabilités nationales comme Premier ministre, mais aussi comme ministre des PME et du commerce. Il y a quelques années, il a été député européen et c'est un élu de terrain pour avoir présidé la région Poitou-Charentes pendant quelques années, mais c'est aussi un homme du terrain commercial dans la mesure où, après le SCP, il a fait du commerce, du marketing chez Jacques Vabre. Donc, il a une expérience à la fois du terrain commercial, du terrain politique et du terrain international.
Pour Delphine Mousseau, l'expérience n'attend pas le nombre d'années car elle a déjà exercé un certain nombre de responsabilités importantes. D'abord au Boston Consulting Group, un organisme extrêmement important et prestigieux, et elle a été vice-présidente de Zalando, et aujourd'hui elle continue à faire du consulting, mais elle est aussi dans des organes de responsabilité, dans des groupes comme Fnac Darty, comme Decathlon ou Flaconi. Jing Yang, qui vient de nous rejoindre, lui nous parle de Shanghai, où il réside, après avoir résidé à Paris pendant de nombreuses années. C'est un ardent défenseur du design français, de sa promotion en Chine, de faire que nos jeunes designers trouvent en Chine des marchés, des clients, et c'est également un garçon qui est proche de Alibaba et qui connaît bien ces rouages à la fois du marché domestique chinois et de l'action de ces grandes plateformes chinoises à l'étranger. Manuel Davy, lui, a fondé une start-up, Vecchia, qui apporte de l'intelligence, même artificielle, à la chaîne des approvisionnements pour que celle-ci soit optimisée et réponde dans les meilleures conditions de délai et de coût aux besoins des différents intervenants de ces chaînes. Christophe Wellec, lui aussi, est à la tête d'une start-up, IOLAB. Il est d'ailleurs à la station F, à la L Fraissinet, et une de ses fonctions est naturellement tournée vers les bouts de chaîne, comment commercialiser, faire connaître les produits, les biens de consommation français à l'étranger, notamment en Chine. Et nous aurons une petite vidéo qui permettra de mieux connaître ces mécanismes. Enfin, Michel Goïs dirige une grande plateforme de gros à quelques kilomètres de Roissy, et cette plateforme qui s'appelle Paris Silk Road Paris, et a des fonctions à la fois commerciales, mais aussi tournées vers la protection de l'environnement, et une approche qui est en cours d'évolution. Voilà un peu toutes ces compétences que nous avons réunies ce matin pour discuter de ce sujet des nouvelles plateformes du commerce avec un angle mondial. Et avant de passer la parole à Jean-Pierre Raffarin, juste un petit point pratique pour les participants, qui sont près d'une centaine actuellement. Il y a la possibilité non pas de prendre la parole, mais de prendre le clavier et de poser des questions. Vous avez en bas à droite une icône Q&R où l'on peut poser des questions, et nous y répondrons en fin de webinaire. Jean-Pierre Raffarin, si tu veux lancer les débats, merci beaucoup. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être réunis pour ce frottage de cervelle sur des sujets qui sont très importants, et je trouve que le panel est très intéressant, et j'ai plus envie aujourd'hui d'écouter que de parler. Ma conviction sur le commerce est forte. Le commerce ne mord pas. Le commerce peut connaître des crises, mais le commerce a existé de tout temps et existera de tout temps. Et donc, notre problème majeur aujourd'hui, comme toujours, c'est d'essayer de prévoir les mutations, de s'adapter aux mutations et gérer les mutations du commerce. Le commerce est une activité fondamentale de la nature humaine, c'est à la base de la création de richesses, et donc de toute façon, le commerce trouvera les moyens
de sa propre vie. À nous d'imaginer comment le commerce va évoluer en fonction de ce que nous pouvons voir dans notre société, ce que nous pouvons imaginer. C'est en grande partie ça l'effort principal aujourd'hui, c'est l'effort d'imagination. Et donc, c'est un point qui est, je crois, très stratégique de l'activité humaine que d'essayer d'anticiper comment, au niveau mondial, le commerce peut évoluer. Ce qui, je crois, est frappant aujourd'hui, c'est quand même que nous vivons une période de forte tension. On a des tensions internationales et des tensions locales, nationales. Et donc, dans ce paysage agité, il n'est pas facile de prévoir l'avenir. Ce qui nous paraît aujourd'hui évident, c'est que nous sommes dans un système de tension internationale qui va durer, et qui va durer notamment parce que nous sommes dans un système bipolaire dans lequel la Chine et les États-Unis sont en tension forte et que ces tensions vont être durables. Elles sont durables parce que c'est grosso modo ce qu'on appelle le piège de Thucydide, c'est le numéro 1 qui n'accepte pas l'émergence du numéro 2 et le numéro 2 qui se verrait bien à la place du numéro 1 et tout ceci naturellement crée des crispations internationales majeures. On voit que dans ce contexte-là, nous allons avoir un certain nombre de conséquences, mais parmi les conséquences que je crois qui peut impliquer notre débat, il y a, je crois, l'émergence aujourd'hui des régions du monde qui vont être des réponses un peu à cette tension. On a vu la semaine dernière cet accord que la Chine a passé avec ses partenaires de l'ASEAN, plus les 5 pays, je dirais, développés d'Asie du Sud-Est et notamment donc les démocraties asiatiques qui sont associées à cette dynamique, c'est un élément important. On voit que la Chine s'organise pour vivre cette tension avec les États-Unis en se repliant en partie, avec d'autres opératifs bien sûr, mais en partie aussi sur son espace. Les États-Unis vont certainement, avec Biden, continuer l'action qu'avait donnée Obama pour, avec le Mexique et le Canada, avec l'ALENA, reconstruire une dynamique régionale. On voit que la question aujourd'hui de l'Europe est une question vraiment fondamentale parce qu'il est pour l'Europe, c'est la sortie de l'histoire ou pas si elle n'est pas capable sur, par exemple, les télécommunications d'avoir une stratégie de souveraineté et donc on est face à un défi considérable. Donc tout ça va nous fracturer un peu le monde davantage. Il y aura naturellement toujours des échanges, il y aura toujours des croissances partagées, mais il y aura fondamentalement des espaces régionaux qui vont pouvoir exister. Pour nous, la grande question va être la question de savoir si au niveau européen, notre espace européen continental va s'assumer, va comprendre que son destin n'est pas d'être une balle de ping-pong qui prend des coups de raquette de la Chine ou des États-Unis régulièrement, qui a sa véritable indépendance. Et puis, je pense que pour ce qui est de l'Europe aussi, il y a la question de l'Afrique, et c'est le continent euro-africain qui a un peu notre espace régional. Comment va-t-il évoluer? Ça, c'est un contexte, je dirais, géopolitique qu'il faut avoir en tête. L'Asie d'un côté, l'Amérique de l'autre, l'Europe, l'Afrique. Nous voyons bien que nous sommes là dans une situation où il nous faut construire des solidarités et je pense que les actions publiques vont aller dans ce sens-là dans les différentes années à venir. Dans ce contexte international, il est évident que va venir s'ajouter un certain nombre de troubles ou de changements plus exactement qui sont très importants pour nous tous. Naturellement, on le voit bien, la révolution digitale et tout ce qui est en train de se passer va sur le commerce avoir un impact considérable. Et donc, tout ceci avec d'ailleurs des problèmes qui sont des problèmes économiques, mais aussi des problèmes politiques avec la gestion des data. Ça va être quelque chose qui va nous amener beaucoup de débats et notamment de protection des personnes dans les systèmes démocratiques, sachant que les systèmes autoritaires deviennent aussi très performants et donc vont jouer leurs cartes sur cette plateforme mondiale du commerce, disons, fractionné. Ensuite, il est clair que nous allons avoir dans chacun de nos pays des difficultés considérables suite au confinement, suite à cette période Covid. Et donc, on va avoir
des difficultés. Évidemment, pour ce qui est du commerce, aujourd'hui, nous sommes au sommet d'une forte difficulté parce qu'il n'y a pas de pire destin pour un commerce que d'avoir les portes closes. Et donc, on est dans cette situation aujourd'hui où il va y avoir naturellement beaucoup d'accidents économiques, de fermetures et de difficultés économiques. Ça, il faut être conscient que tout ceci va être très difficile, qu'on ne sait pas très bien comment les gens peuvent rembourser les emprunts qu'ils ont faits. Mais tout ceci va conduire, je pense, à l'émergence d'une nouvelle génération parce que le commerce restant vivant, le commerce restant actif, le commerce va redémarrer avec une nouvelle génération qui va repartir dans des actions commerciales et s'il y a des fermetures, il y aura des renaissances. Et donc, je pense que probablement que le Covid va accélérer le changement de génération et que le Covid va produire un certain nombre de nouveaux commerçants et qu'il va falloir percevoir comment ces nouveaux commerçants vont pouvoir agir. Il ne faut pas croire que le commerce va s'éteindre, il va se redévelopper ailleurs, pas forcément aux mêmes endroits, mais en tout cas, une nouvelle génération aura elle aussi besoin de faire du commerce et donc cette nouvelle génération de commerçants va apporter un certain nombre de caractéristiques. Dans ces caractéristiques, on voit bien qu'il y a les données qui sont déjà complètement imposées, l'importance des marques, l'importance donc du digital, mais on voit aussi que dans la société actuelle, il y a une demande très forte qui est assez surprenante d'ailleurs, une demande de convivialité et donc je dirais, de fédération. Et là, il faut travailler aussi cette question. Je suis assez frappé de voir que aussi bien par le télétravail, aussi bien que par les difficultés d'aujourd'hui, on se rend compte que l'exercice du commerce a une fonction sociale majeure et que cette dimension sociale du commerce est à intégrer. On voit que le commerce lui-même a élargi ses fonctions. On va parler peut-être de Station F tout à l'heure, mais on voit bien que dans l'économie, il y a un moment où on cherche à rassembler tous les acteurs, à fédérer, à mettre dans des mêmes lieux, c'est-à-dire dans une convivialité réelle, d'avoir des gens qui ont des activités complémentaires et qui, par de réseau, créent de la valeur. Et donc, on voit bien que ce rassemblement-là, cette forme de convivialité, fait que exportateurs et importateurs peuvent être rassemblés, qui fait qu'on est sur des fonctions où les gens n'ont pas forcément une satisfaction entière à travailler qu'avec leur ordinateur et qu'ils ont besoin de contacts et de réseaux, c'est-à-dire, parce que c'était essentiel dans le commerce, c'est l'idée de confiance. Et donc, on a besoin de cette confiance. Et cette confiance, il faut trouver comment elle va s'exprimer humainement, pas seulement technologiquement. Et donc, dans ce contexte-là, il va nous falloir réfléchir à ces nouvelles formes d'organisation, notamment des plateformes qui étaient traditionnellement les plateformes de gros, mais qui peuvent peut-être devenir, si je puis dire cette expression, des stations F du commerce. Et donc d'avoir au fond cet aspect fédéral, convivial de l'action commerciale pour que le commerce reprenne sa véritable dimension, qui est une dimension certes économique, mais aussi sociale et culturelle. Voilà, simplement quelques sujets qui sont pour moi des sujets d'interrogation et sur lesquels je suis heureux de voir qu'autour de la table, on a les gens d'expérience, à la fois sur les activités puissantes du commerce d'aujourd'hui, aussi sur les pays émergents. Et je crois qu'il y a là l'occasion pour nous d'essayer de tracer un certain nombre de lignes d'avenir qui vont nous permettre d'essayer, en tout cas pour un certain nombre d'acteurs économiques, d'essayer de mieux définir leurs propres décisions. C'est l'objet de cette matinée que nous allons passer ensemble à frotter nos cervelles sur ce sujet important. Merci à tous. Merci Jean-Pierre. Tu as évoqué la station F. Nous avons donc Christophe Le Ouellec, dont l'entreprise dont la start-up est à la station F et qui assure en ligne la distribution des produits. Et donc, Elisa, merci de passer la vidéo due à IOLAB, la start-up de Christophe Le Ouellec.
Bonjour, je suis Christophe Lewedek, je suis l'un des cofondateurs d'IOLab. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux exemples de flux de e-commerce entre la France et la Chine. Le premier concerne une marque française distribuée en Chine. Nous savons tous que la Covid a fortement accéléré le développement du e-commerce. À gauche sur la page, vous voyez l'impact de la Covid sur le nombre de transactions de e-commerce pour différentes catégories. Vous voyez que cet impact est massif. C'est à la fois une opportunité, mais aussi une menace pour les marques. En effet, vous allez trouver des milliers d'offres concurrentes sur une même marque, avec des centaines de marchands actifs, et dans bien des cas, des réductions de prix par rapport au prix souhaité par la marque qui dépassent les 40%. Ça, c'est un vrai problème pour les marques. Tout d'abord, ça génère des tensions avec les revendeurs autorisés. Deuxièmement, très souvent, ça dégrade la rentabilité de la marque. Troisièmement, c'est une réelle atteinte à l'image de marque. Je vous propose maintenant de regarder un exemple concret. Sur cet exemple, nous avons utilisé la technologie IOLab pour recenser toutes les offres de cognac Hennessy sur 4 sites de e-commerce chinois majeurs. Et ici, visuellement, vous avez une représentation de tous les marchands actifs sur le cognac Hennessy. Chaque rectangle correspond à un marchand distinct. Plus le rectangle est grand, plus le marchand a un assortiment large. Il y a un code couleur. Si la couleur du rectangle est verte, ça veut dire que le prix est conforme au prix recommandé par Hennessy. Et si la couleur tend vers le orange ou le rouge, le prix est réduit par rapport au prix recommandé par Hennessy. Et donc on a trouvé un très grand nombre d'offres et de marchands, plusieurs centaines, et uniquement 10% de ces offres sont conformes au prix recommandé par Hennessy. Donc vous voyez très visuellement, très simplement, qu'on a un paysage qui est très fragmenté, une distribution qui n'est pas maîtrisée, avec des prix qui sont en train de déraper par rapport au prix recommandé par la marque. Donc on a un exemple très concret, très visuel de problème pour une marque comme Hennessy. Voici un deuxième exemple de flux de e-commerce entre la Chine et la France. Avec la technologie IOLab, nous avons recensé tous les marchands actifs sur la place de marché Amazon.fr dans la catégorie bricolage. Et nous avons représenté sur une carte du monde tous ces marchands en bricolage. Ce qui nous a surpris, c'est la part considérable des marchands asiatiques, et notamment en Chine. Je vous propose maintenant de faire un focus sur l'implantation de ces marchands chinois. Nous avons ici un zoom sur la région du Guangdong, où se trouve un très grand nombre de ces marchands chinois actifs sur Amazon.fr dans la catégorie bricolage. Et la région du Guangdong est marquée par un tissu manufacturier très important et un accès portuaire très facile. Mais ce qui est très important également, c'est que ces marchands chinois, une bonne partie d'entre eux ont expédié leur stock dans les entrepôts français d'Amazon. Et à partir de ces entrepôts français, ils offrent aux consommateurs français une livraison gratuite en un jour ouvré. Vous avez donc la combinaison de prix chinois avec une livraison Amazon gratuite et rapide. C'est donc une véritable menace pour toutes les marques occidentales dans la catégorie du bricolage. À travers ces deux exemples, je vous donne un même message. Les flux du e-commerce sont intercontinentaux, et notamment entre la France et la Chine. Aussi bien pour des marques françaises qui se retrouvent très disponibles en Chine, qu'elles le veuillent ou non, que pour des marchands chinois qui, notamment grâce à Amazon, accèdent au marché domestique français dans des conditions très favorables. Ce genre de situation présente de vraies menaces pour des marques françaises, et c'est vrai pour de multiples catégories. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter. Merci Christophe pour cette présentation tout à fait impressionnante. Nous aurons l'occasion avec Jing Yang, qui est à Shanghai, de revenir sur cette physionomie, cette physiologie du marché chinois, des acteurs chinois. Mais avant cela, Delphine Mousseau, qui, comme je le rappelais d'entrée de jeu, a une grande expérience en matière de e-commerce, de définition de stratégie commerciale en France et à l'étranger. A-t-elle le même sentiment de menace qui apparaît à travers cette vidéo
on voit que bien sûr, il y a des opportunités pour nos marques, pour nos fabricants, mais aussi de très grands risques en termes d'image, de qualité et également en termes de concurrence. Delphine, merci. Remettre, en espérant que vous réussissiez à me voir, en partageant mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est parfait, super. Alors, en revanche, je crois que c'est Serge qu'on voit ici. Alors, je ne sais pas comment me mettre en haut. Bon, je vais me mettre comme ça. Non, ça ne marche pas. Alors, je vais me laisser comme ça. Hop. Alors, merci beaucoup Serge de Gallet pour cette invitation pour parler d'un sujet qui me passionne, le commerce et la digitalisation. Alors, je me présente rapidement. Après un parcours classique français, je suis partie en 2003 passer 8 ans à Amsterdam. Et je suis maintenant depuis 9 ans en Allemagne, aujourd'hui basée à Berlin où nous avons un soleil radieux. J'ai travaillé dans presque 30 sociétés, même je compte un peu plus, avec des différents passages dans le conseil. Et j'ai commencé, et c'est sur ce sujet que je vais vous parler, dont je vais vous parler aujourd'hui, la digitalisation en 1999. Et puis comme j'aime bien les grands nombres, j'ai aussi 4 charmants enfants qui m'occupent le reste de mon temps. Alors, pour avancer, d'abord, je voudrais qu'on se remette dans l'ambiance de 1999. Alors, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de ce e-commerce à l'ancienne, où en fait, tout se passait par modem. Alors, les règles du e-commerce qui ont été mises en place au tout début des années 2000, finalement, restent les mêmes. Et moi, j'ai commencé ma carrière digitale chez plantesjardins.com, une start-up co-créée avec un ami du BCG et sa femme qui venait de chez L'Oréal. Et donc, pourquoi je vous parle de plantesjardins.com? Parce qu'à l'époque, les règles du e-commerce qui ont été mises en place, finalement, sont celles qui continuent à demeurer aujourd'hui. Et je pense que c'est la base pour comprendre la disruption digitale. Alors, ça se fait en 3 grands éléments. 1, le commerce. 2, le contenu. 3, la communauté. Le commerce, c'est l'idée d'apporter un choix extrêmement large et la disponibilité des produits. Et ça, c'est un élément clé à avoir en tête. Grâce au digital, on peut apporter aux consommateurs un choix extrêmement important et la disponibilité des produits, c'est-à-dire la possibilité d'avoir toutes les tailles, toutes les couleurs, toutes les différentes variétés possibles sur un sujet. Alors, chez Plantes et Jardins, c'était typiquement la possibilité d'avoir 200 roses dans le catalogue, de toutes sortes, de tout type de floraison, etc. Le commerce, c'est aussi une exécution sans couture. Et je pense qu'à l'époque, en 99, c'était de respecter les engagements que la société avait pris. Donc, si je vous livre en 7 jours, eh bien, votre colis sera là dans 7 jours. Aujourd'hui, ces contraintes d'exécution sans couture sont vraiment très, très importantes et c'est important de les avoir en tête pour comprendre les clés du succès du e-commerce. C'est forcément des livraisons très rapides, c'est des moyens de paiement qui sont localisés, qui correspondent aux besoins des clients dans chaque pays. C'est bien sûr la possibilité de retourner, d'être remboursé, d'avoir un customer service qui est à votre disposition à travers toutes les plateformes, que ce soit par email, téléphone, chat, etc. Donc, la première partie, le commerce, ça reste aujourd'hui la base du succès du digital, à la fois sur le choix et sur l'exécution sans couture. Deuxième étape, le contenu. Quand on arrive dans des catalogues très importants, que ce soit dans un secteur particulier ou multi-catégories, le client est vite perdu et donc il a besoin d'avoir de l'inspiration, avoir besoin d'avoir de la curation dans l'offre. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup d'outils qui sont mis à disposition, mais ça peut être fait de manière très simple. Chez Plantes et Jardins, à l'époque, en 99, on avait créé des façons de naviguer le catalogue, par exemple les roses rouges les plus florissantes, celles qui fleurissent 2 fois dans la saison, des choses finalement assez basiques, mais c'est l'idée de se dire comment est-ce que j'aide mon consommateur à naviguer mon contenu, et est-ce que ce sont des filtres, est-ce que ce sont des sélections, des mises en avant qui permettent finalement d'animer le catalogue et de faciliter l'achat pour le consommateur. Donc, commerce, contenu. Le 3e élément clé qui était déjà en place en 99, c'est la communauté.
À l'époque, vous vous souvenez donc de dial-up Internet, les gens n'avaient accès qu'à finalement assez peu d'interactions, mais ils étaient très friands de cette interaction. Nous avions un forum chez Plantes et Jardins qui permettait aux jardiniers d'échanger, et nous avions plus d'une vingtaine de jardiniers qui se connectaient toute la journée. Vraiment des gens passionnés du jardin qui avaient utilisé ce forum pour se rendre utile vis-à-vis des autres, alors qu'on ne les payait même pas. Donc c'est pour montrer en fait la volonté, et M. Raffarin le mentionnait, la volonté par le digital de se reconnecter, de remettre de l'humain. Et en fait, c'est un élément clé du succès du digital, c'est comment j'intègre cet élément de communauté, donc qui a toujours existé et qui prend des dimensions de plus en plus fortes. Donc, la base, le commerce, le contenu, la communauté. Derrière, on rajoute un élément que moi j'ai découvert par mon étape chez Tommy Hilfiger, où je suis rentrée en 2007, c'est de rajouter l'essence de la marque. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le milieu des années 2000-2010, on avait très souvent un site de marque qui était un petit peu l'endroit où le marketing posait toutes ces initiatives, et donc on pouvait accéder à une information sur la marque. Et puis, les sites de e-commerce étaient assez séparés. Et puis, on a vu en fait la fusion de ces éléments avec l'inspiration de la marque qui est venue alimenter ces trois piliers de commerce, de contenu et de communauté. Alors, ça rajoute de la complexité dans les organisations puisque les enjeux de retour sur investissement sont assez différents. Ce qu'on appelle le haut de funnel, donc c'est le début de la considération dans la relation entre le client et la marque. Et donc là, on veut rajouter ces éléments de branding. Et puis, quand on est plutôt en bas dans le funnel, on veut faire de la conversion. Alors souvent, il y a des départements qui ne fonctionnent pas avec les mêmes enjeux et donc ça crée des conflits dans les sociétés. Est-ce que j'investis avec un retour sur investissement très rapide, la conversion, ou est-ce que j'investis avec un retour sur investissement qui est un peu plus long et je fais monter en puissance la relation de mon client avec la marque? Et puis, il s'est rajouté encore une étape compliquée, qui compliquait ces éléments de digitalisation, c'est où est-ce que ça se passe la conversation avec mon consommateur? Est-ce que ça se passe sur mes actifs, sur mon site ou sur mon app? Ou est-ce que ça se passe en dehors? Et là, on a vu l'émergence dans les années 2010 des blogueurs, de l'Instagram, de Facebook. Et donc, la nécessité d'avoir une conversation avec ses clients au sujet de la marque en dehors du site. Donc, vous voyez ces éléments, commerce, contenu, communauté, et puis ce layer de marque qui se rajoute par-dessus. Donc là. Alors finalement, la question, c'est, on est sur cette approche du client roi et on l'avait déjà. Donc, qu'est-ce qui change avec la digitalisation? Finalement, les sociétés ont toujours été orientées clients, mais très souvent seulement dans les moments clés. Je veux changer mon packaging, je vais faire un focus group, je vais parler à mes clients. Et en fait, la digitalisation, elle apporte une nouvelle dimension à la relation au client. On passe de orienter client à centrer client, le fameux customer centricity. Et ça veut dire qu'en fait, on va mettre l'essence de la société et ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être de l'entreprise. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Simon Sinek sur le why, je vous invite à la regarder. C'est vraiment cette idée de comprendre pourquoi la société existe. Et finalement, être centré client, c'est se dire que l'essentiel de la société, c'est d'acquérir des clients et de les fidéliser. Et si vous êtes vraiment dans un esprit de customer centricity qui va vous permettre d'avancer dans votre digitalisation, les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que mes clients sont satisfaits? Combien j'en acquiers? Est-ce que j'arrive à les retenir? Et quand j'arrive à les retenir, est-ce que j'arrive à augmenter leur fréquence d'achat et leur panier? Et si ces KPIs, ces chiffres ne sont pas en haut de vos reporting, c'est que vous n'êtes pas centré client et donc vous allez potentiellement rater la digitalisation. Alors, si on regarde maintenant les grands acteurs, c'est la dernière grande société dans laquelle j'ai travaillé, Zalando, ces géants agrégateurs, comment est-ce qu'ils réussissent vraiment à challenger la situation et utiliser ces éléments digitaux? Alors, bien sûr, ils ont fait tout ce que j'ai mentionné avant, mais ils sont allés encore plus loin. Alors, il y a tout un élément sur la stratégie de plateforme qui permet de passer d'une offre de services et de produits à un hyper choix. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu compliqué de faire tenir tout ce que j'ai à dire sur la plateforme en quelques minutes. Il y a un élément qui est clé, qui est vraiment la machine marketing. Et je pense que c'est un élément qui est important à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, à partir du moment où on est centré client, on détourne aussi la façon de monitorer nos actions sur la valeur vie client, la fameuse Customer Lifetime Value. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence par regarder notre coût d'acquisition client, et ça, c'est très facile à faire en ligne puisqu'on a des données qui permettent de mesurer toutes les interactions avec les clients. Donc, on a une vision très claire. D'autant qu'à l'époque, je parle de Zalando qui s'est créé en 2008, on était sur une logique de plateforme principalement sur le desktop et principalement avec Google AdWords. Donc, il y avait une seule interaction, principalement marketing, qui permettait de mesurer de manière très précise le coût d'acquisition du client.
De l'autre côté, donc en regard de ce coût d'acquisition, on extrapole la valeur vie du client. Donc, on regarde en fait la somme des profit contributions qui vont avoir lieu sur une période d'1 an, 2 ans, 3 ans, suivant le retour sur investissement qu'on souhaite avoir. Et puis, en fait, tant que mon coût d'acquisition est inférieur à ma valeur vie client, eh bien, je rejoue. Je rejoue à ma machine marketing. Et donc, ça permet d'accélérer la croissance, puisqu'en fait, je peux investir presque sans limite. Alors, une société comme Zalando a commencé par faire 15-20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, la saison d'après, ils ont investi 4 fois, 5 fois, 10 fois le stock, puisqu'ils savaient qu'ils arrivaient à générer les clients qui allaient pouvoir acheter ce stock. Donc, c'est vraiment des paris très forts. Et c'est cette accélération qu'on voit dans le digital par une très, très forte connaissance client et une très, très forte connaissance des coûts marketing. Alors aujourd'hui, quel est le panorama? Je vais fermer ça pour qu'on puisse le voir. Quel est le panorama concurrentiel qu'on voit dans le digital? Alors, on a des grands players dans le multicatégorie mass retailer, donc typiquement les Amazon. On va avoir en France aussi des players qui sont mass retailers, multicatégories. Ensuite, on a des plateformes de spécialité type Zalando qui vont aller creuser sur un environnement particulier. Ensuite, on a les marques qui finalement développent de plus en plus leur direct to consumer, donc qui essayent de vendre directement aux consommateurs. Et puis, un élément que je voudrais mentionner en termes de panorama concurrentiel, parce que c'est vraiment une dynamique qui est en train d'exploser ces dernières années, ce sont les fameuses Digital Native Vertical Brands, donc des sociétés qui en fait démarrent sur la relation client, donc qui mettent en avant via les plateformes digitales, notamment Instagram, Facebook et les autres médias sociaux, une promesse consommateur et qui ensuite se développe par rapport à cette promesse. Et cette promesse, elle démarre sans intermédiaire. L'idée, c'est depuis le début, la marque part du principe qu'elle ne vendra qu'en direct et donc ajoute un élément de valeur lié à des prix très, très serrés puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire et donc du coup, on peut se permettre d'apporter plus de valeur aux clients. Alors, vous avez énormément d'exemples dans ce domaine, mais c'est un petit peu l'idée de se dire, est-ce que par rapport à ces marques, comment est-ce que nous, on peut se positionner? Est-ce qu'on n'a pas intérêt aussi à créer des barres qui vont nous permettre d'accéder directement aux clients plutôt que de passer par des intermédiaires? Donc, vraiment un panorama concurrentiel de gens qui utilisent ces éléments que je vous ai donnés, hein, donc le commerce, communauté de contenu, derrière de layers de marque, la marketing machine qui alimente toute cette dynamique, mais avec des visions ensuite différentes d'interprétation et de mise en œuvre. Alors, si je continue. Alors, il y a après l'idée dans ce match, en fait, comment est-ce qu'on améliore la façon de travailler, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin et je dirais quelque part quelles sont les disruptions à venir si on se projette sur le futur. Alors d'abord, il y a un gros travail qui a été fait, puisque finalement le commerce, c'est un match qui permet de mettre un client et un produit l'un en face de l'autre. Et donc, on arrive à mieux qualifier nos clients et mieux qualifier nos produits. Alors, je vais vous donner l'exemple de la mode, puisque c'est celui que je connais le mieux. Je vous remets ici, voilà. Par exemple, l'exemple de Zalando, qui permet en fait de recommander à un client, puisqu'on arrive à le connaître de manière très précise et on connaît les produits de manière très précise, la bonne taille de chaussures. Donc ici, on me recommande la taille 39 puisque j'ai acheté d'autres chaussures qui ne sont peut-être pas de la marque Nike, mais qui permettent d'avoir un point de repère. Et de l'autre côté, on sait que cette chaussure Air Force One a tendance à tailler un peu petit et donc du coup, le système va me permettre de recommander un produit. Donc là, j'arrive à avoir une relation client qui est en fait meilleure qu'un vendeur dans un magasin. Je donne un autre exemple. Je suis intéressée par une paire de chaussures en haut à gauche qui a cette espèce de couleur bordeaux, une texture un peu croco et des talons un peu carrés. Et grâce à la recommandation, j'arrive à trouver des produits qui ont un de ces trois éléments et donc qui vont me permettre de me rapprocher du besoin du client. Donc là, vous voyez un autre exemple sur une jupe relativement courte qui a des couleurs chatoyantes et d'humeur doré. J'arrive à sortir d'autres éléments. Alors, comme vous pouvez le voir, dans ces tendances, eh bien, le premier, c'est toujours la montée de l'AI. Et même si c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé, je pense que c'est important de le remettre dans les tendances. L'AI n'en est qu'au début. L'intelligence artificielle va encore amener des éléments qui vont changer la relation entre le client et les entreprises. Et je pense qu'il faut se poser la question de, avez-vous déjà dans votre entreprise utilisé suffisamment de cette intelligence artificielle ?
Dans les deuxièmes grandes ruptures que je vois, c'est la régulation. Le régulateur a fait beaucoup de travail pour essayer d'empêcher, de cadrer les plateformes, avec certains succès, parfois certaines finalement disruptions dans la façon dont les économiques se mettent en œuvre, et donc ça a parfois joué contre même le régulateur. On essaie de protéger contre les grands players internationaux et finalement on arrive à bloquer les acteurs locaux. Donc là, il y a vraiment des difficultés qui peuvent se mettre en œuvre. Mais il y a aussi des éléments très positifs. Je pense notamment sur tout le travail qui a été fait sur les données. Si on regarde la directive PSD2 qui a apporté énormément de flexibilité, notamment dans le open banking, il y a pas mal de choses qui se mettent en œuvre. Donc, je pense qu'il y a, suivant vos secteurs, des éléments à regarder en termes de régulation et de regarder aussi les opportunités que cela peut générer. Alors après, il y a effectivement le grand sujet du Covid et du confinement. Il y a un effet confinement qui est très très net, c'est-à-dire que les gens ont commencé à expérimenter le online. Et quand on regarde la pénétration par type de catégorie, on voit qu'en fait, c'est un peu inévitable. C'est-à-dire que les gens commencent par acheter un livre en ligne, et puis ils achètent un billet de train, et puis ils achètent leur ordinateur, et puis ils achètent de la mode, et puis ils achètent de l'alimentaire, et ceci continue. Et en fait, en raison du confinement, les gens ont commencé à expérimenter des achats dans des catégories dans lesquelles ils n'avaient pas encore acheté. Et comme aujourd'hui, eh bien, la plupart des sociétés sont très centrées clients, l'expérience a été plutôt bonne et donc on peut vraiment s'attendre à ce que ce changement de comportement soit fait pour le long terme. Et donc, on va avoir, de mon point de vue, une grosse disruption dans les comportements entre le retail physique et les achats en ligne. Et donc, ça va durer. Voilà. Après, dans les autres éléments de disruption qui sont très importants, c'est la montée de cette logique de mission. Les entreprises à mission, avec la réglementation qui a été mise en place en France, sont un signe très visible de cette évolution. Mais je crois que c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Il y a vraiment ce besoin des consommateurs que les discours des sociétés soient en ligne avec leur action. On n'est plus dans une logique de traiter la responsabilité sociale et environnementale seulement dans un petit chapitre du rapport annuel. Et vraiment, il y a une attente du consommateur qui a été mise en avant par ces sociétés digitales, notamment ces vertical brands qui ont vraiment mis leur mission au cœur de leur façon de travailler. Et ça, c'est vraiment un élément qui va être encore plus mis en avant et sur lequel vous allez être très visible grâce au digital. Donc, en conclusion, je dirais, vous avez vu ces éléments de commerce, de communauté, de contenu, ce layer de marque, la façon de travailler sur le marketing et la marketing machine et derrière les éléments de disruption qui vont avoir lieu dans les années à venir. La question pour vous, c'est quel est le virage que vous devez prendre? Il est inéluctable et il est là. Quels sont les points sur lesquels vous êtes peut-être encore en faiblesse sur ces éléments que je viens de citer? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous devez vous tourner différemment? Et comment le panorama concurrentiel peut amener à changer les dynamiques dans votre secteur? C'est, j'espère, ce qu'on va pouvoir discuter au cours des questions qui auront lieu tout à l'heure. Vous pouvez suivre les messages que je partage sur LinkedIn et sur Instagram et n'hésitez pas à vous connecter avec moi. Delphine, merci beaucoup pour cette présentation qui suscite effectivement un certain nombre de questions, de points d'interrogation sur lesquels on pourra revenir ensuite. Je rappelle aux participants qu'il y a la possibilité de poser des questions. Vous avez une icône en bas à droite, Q&R, poser des questions, soit qui s'adressent à tel ou tel intervenant ou à l'ensemble de ceux-ci. On a beaucoup parlé de Chine, naturellement, à la fois comme précurseur en matière de e-paiement, de e-commerce. On a vu avec la vidéo d'Alexandre Ouellec que c'était à la fois une opportunité et une menace que nous vivons sur le marché chinois. Jingyang, toi qui connais à la fois le monde du commerce français et le monde du commerce chinois, les acteurs traditionnels comme les acteurs numériques, est-ce que la Chine est l'avenir du commerce mondial? Est-ce qu'il y a une spécificité chinoise qui fait que finalement, ce que nous vivons aujourd'hui, comme l'a dit Delphine, en matière d'accélération, est-ce que c'est lié
aux circonstances ou est-ce que c'est un phénomène en profondeur? Jing, c'est à toi. Merci Serge, merci le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre pour l'invitation. Je m'appelle Jing, j'ai passé 18 ans à Paris. Là, ça fait 2 ans qu'on est à Shanghai. Je retournais régulièrement à Paris, mais depuis 1 an, pour des raisons que tout le monde connaît, que je ne suis pas retourné à Paris. Donc, ça me permet de mieux comprendre, en tant qu'à la fois un participant modeste et un consommateur, de l'évolution digitale en Chine. Donc, mon métier, c'est designer. En fait, je suis basé à Shanghai et ça me permet d'avoir un point de vue, j'espère, assez singulier pour ce sujet passionnant. Je suis fondateur de Bonjour Brand basé à Paris, Beijing et Shanghai. Le pont qui relie les créativités, les créateurs mondiaux et l'industrie chinoise. Et nous sommes aujourd'hui un incubateur de nouveaux produits et de consommation en Chine. Et notre partenaire principal est le groupe Alibaba. Je pense que tout le monde le connaît. Et quand on parle de l'e-commerce, en fait, il y a une différence de compréhension. En Chine, c'était pour différencier l'online et l'offline. Mais aujourd'hui, c'est plus trop le sujet parce qu'il y a eu une fusion entre les deux depuis quelques années que je vais vous partager tout de suite. Mais en France, quand on parle de e-commerce, il s'agit souvent de local et étranger. On va d'abord traiter en fait la première sujet, la version chinoise. Et quand on parle e-commerce, on focus souvent sur la vente elle-même. Mais je vois e-commerce sous 3 angles, en gros, la distribution, la fabrication et les consommateurs. L'impact a pénétré dans tous les aspects du commerce. Ce n'est pas un outil en Chine, c'est quasiment de l'air. Et quand on parle de e-commerce, et en fait, c'est basé sur Internet. Je préfère pas dire digital parce que la base d'Internet, c'est la connexion entre les individus, que je trouve que c'est la valeur centrale dans l'histoire de l'e-commerce. Et je n'ai pas de présentation à vous partager, et j'essaie de vous raconter quelques histoires. En 2012, l'homme le plus riche chinois, M. Wang Jianlin, fondateur de Wanda Group, le roi des shopping malls, a fait un pari avec Jack Ma, le champion de online, avec sa société qui est Alibaba. 8 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, est-ce que l'achat online va dépasser 50% de la consommation globale en Chine? Aujourd'hui, on est en 2020. 8 ans plus tard, ce pourcentage est passé de 5% à 25% dans la population chinoise. Et chez les moins de 25 ans, c'est déjà arrivé à 50%. Ça veut dire qu'on va y arriver un jour. Mais entre-temps, Jack Ma a pris le trône de l'homme le plus riche en Chine et c'est lié sûrement avec sa stratégie de la nouvelle distribution. Il s'agit de relier l'online et offline. Utiliser la puissance du big data en commerçant traditionnel et depuis 2015. Donc ça, c'est un concept qu'il a lancé il y a 5 ans. Alibaba investit dans des supermarchés. Je vous donne un exemple. Roma Supermarket. H-E-M-A. Dans Roma Supermarket, et chaque boutique est configurée en fonction des pouvoirs d'achat de ses habitants à proximité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 boutiques qui vendent la même chose. Et cette diversité de choix est révolutionnaire pour les consommateurs. Et un autre exemple, pendant le fameux 11 novembre, et quand tu achètes une paire de Nike sur Alibaba, c'est la boutique Nike la plus près de chez toi qui te les livre. Tout ça est basé sur la puissance du Big Data, mais aussi surtout basé sur la logistique incroyable d'Alibaba et de la Chine. Et finalement, la vente sur Alibaba, sur e-commerce, n'est rien que l'iceberg, la partie visible, et qui est la partie invisible, à mon avis, qui est encore plus intéressante. La vision de Jack Ma a créé sa succès. Et aussi, elle a inspiré plein d'autres jeunes marques. Et en 2019, il y a 1 an, pareil, le 11 novembre, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Les grandes marques traditionnellement connues, comme Nestlé, par exemple, a été dépassée par Saturn Burn. C'est une nouvelle marque chinoise qui s'est créée depuis quelques années, qui lance un concept de capsule de café facile à servir.
et qui, cette journée-là, qui est très significative, qui a dépassé Nestlé. Perfect Diary a dépassé une grande marque française en Chine. Je ne vais pas prononcer le nom, au cas où il y a le représentant qui nous écoute. Énergétique Forest a dépassé Coca-Cola. De la même manière, la fée locale s'appelle Luckin Coffee, avec ses 4500 boutiques, qui a dépassé aussi le nombre de boutiques de Starbucks. Et toutes ces marques sont appuyées sur la nouvelle distribution avec une connexion parfaite online et offline. Et encore plus impressionnant, parmi toutes ces marques-là, la plus vieille marque a seulement 5 ans et les autres n'ont que 3 ans. Internet a inversé en Chine les rôles des différents participants dans le commerce. Historiquement, j'ai une usine, ensuite je dois aller chercher des canaux de distribution pour atteindre les consommateurs. Mais Internet fait d'abord réunir un groupe de gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Ensuite, développer les produits pour eux, exprès, et c'est bien plus facile de réussir. Et quand on sait quelle veut ma cible, et même la quantité qu'il faut. C'est ce qu'on appelle le D2C, Direct to Consumers. Le packaging et le design aujourd'hui de ces produits-là sont des leviers le plus importants pour fidéliser ses croyants. Donc aujourd'hui, le 11 novembre n'est plus une fête de e-commerce, mais une fête de plus de 1 million de marques offline aussi. La tradition, les traditionnels n'est plus obligé. En fait, les traditionnels n'ont plus obligé de rejoindre l'e-commerce en termes de la vente, mais se servir de la logistique, de la logique Internet à avoir l'avis des consommateurs plus rapidement, être plus proximité de sa cible, par exemple des mini-boutiques, des mini-supermarchés dans les quartiers, proposer plus de choses à expérimenter et surtout dans le développement des produits, intégrer la demande de ses clients plus rapidement possible et évoluer avec la demande de ses clients. Et ce n'est qu'un début. Le Covid a accéléré l'évolution en dehors de notre volonté. En Chine, l'e-commerce a muté en streaming. La présence des streamers a ajouté un aspect chaleureux entre les produits et les consommateurs sur Internet, tel qu'un vendeur qui t'explique un produit dans un grand magasin. Mais tout se développe d'une vitesse incroyable en Chine. Le confinement a réuni le shopping, l'interaction et le divertissement. Les gens passent beaucoup de temps, en tout cas passent beaucoup de temps à regarder ces streamers. La championne Via a battu tous les records dans son secteur. La journée de la pré-vente du 11 novembre de cette année, elle a fait un chiffre d'affaires de 5 milliards de RMB en une journée, équivalent celui d'un grand centre commercial avec les centaines de marques internationales à Shanghai. Avec 80 millions de spectateurs, il y a parmi lesquels il y a des marques qui réalisent 25% de son chiffre d'affaires annuel avec elle en moins de 4 heures. Elle aussi, elle existe seulement depuis 2017, comme les marques qu'on vient de mentionner. Et ce qui est intéressant de voir, le streaming a lancé aussi un mouvement de décentralisation. Les petits commerçants, même les paysans en Chine, se servent du streaming pour vendre leurs produits directement aux consommateurs, à toute la Chine. Il y a aujourd'hui des villages entiers qui font du streaming et cela fait un effort très positif au développement local en région. Et quand on voit que Intermarché en France, bon, j'ai suivi depuis la Chine, dans ses campagnes de pub, et pour dire qu'on est pour soutenir les commerçants locaux et choisis-nous au lieu d'Amazon, je suis seulement à moitié d'accord. Il y a toujours des moyens de soutenir les petits commerçants sans boycotter les autres. La Chine et les US n'est pas du tout un sujet central dans ce que je vais vous dire, mais je tiens à dire que Amazon fait peur, certes, en Chine, en France,
ailleurs, mais les US, dans leur pays, est aussi en train de vivre la même mutation que tous les autres pays. D'un côté, CNN est sur le point de la faillite, et de l'autre côté, TikTok est censuré sur le territoire américain. La peur vit avec l'espoir, comme le yin-yang, comme on dit en chinois. Un mot sur notre activité, qui est Bonjour Brand. Bonjour Brand fait partie de la mutation digitale. Pour la première fois, des centaines de designers français arrivent à travailler avec la Chine à distance. On réunit la créativité mondiale française et le supply chain chinoise de qualité et un retour immédiat des consommateurs chinois sur Internet grâce à Alibaba afin de développer de nouveaux produits esthétiques, innovants pour les jeunes Chinois et aussi pour la nouvelle génération du monde entier. Le mur n'arrête pas d'être poussé, de repousser, parce que l'imagination ne doit pas connaître de frontières. Et Bonjour Brand est aussi une surprise factory. On fait rencontrer la tendance internationale à celle de Chine. Un exemple de co-branding entre la marque mythique française qui est NC et la marque du basket Feiyu, la Converse chinoise. Ensemble, avec un designer français qui est Eric Bongiovanni et une artiste chinoise, Shizi, a fait une paire de chaussures. Et cela a créé un grand sujet sur Internet et l'interaction aujourd'hui crée la marque. Et cette année, nous avons construit notre propre MCN, Multi-Channel Network, l'agence des streamers. On gère aujourd'hui une vingtaine de streamers amateurs. Ce sont des designers français sur TikTok. Ça leur offre une scène qui montre leur talent à toute la population chinoise. Et ce n'est qu'un début. On n'arrête pas de tester des choses. Et pour terminer, j'ai remarqué un livre fabuleux sur la bibliothèque de M. Raffarin, les 5 ans de la Chine, et je l'ai lu, le livre. Je trouve ça génial, et parce que je suis très touché. Le changement fait partie de la culture moderne en Chine. J'ai encore le souvenir de ma première gorgée de coca, mon premier chewing-gum, mon premier shampoing. Oui, avant ça, un savon pour tout le corps. Première fois que je regarde la télé, la première fois que j'ai pris l'avion et avoir mis le pied en France, il y a 20 ans. Je me rappelle encore de tous ces chocs. Et du coup, je suis encore plus curieux de voir ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on va vivre. Et à la fin, j'ai envie de dire, l'e-commerce a seulement 20 ans. Et il a tous ses défauts d'un ado de 20 ans, mais on finit par être séduit par son énergie et sa jeunesse. Merci beaucoup. Merci, Jing, pour cet exposé tout à fait stimulant. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur cette vision du monde, du consommateur, de la place des clients. Miguel Goïs donc, dirige un centre de gros, une plateforme à quelques kilomètres de Roissy, comme je le disais tout à l'heure. Miguel, est-ce que tu as écouté Delphine, Christophe, bientôt Manuel, est-ce que tu as le sentiment d'appartenir à un ancien monde, c'est-à-dire comme on dit en anglais avec des briques et du mortier, comment tu vis ces défis et comment tu réagis et quels sont les axes de réflexion qui vont peut-être te mener à faire évoluer un modèle qui n'est pas très ancien, mais qui est quand même largement dans la continuité de ce qui existe depuis quelque temps déjà. Miguel, c'est à toi. Bon, d'abord, merci Serge, avant de rentrer dans le sujet. Donc, seulement pour vous dire que nous sommes ravis de pouvoir participer dans ce webinaire
subordonné au thème de commerce international et de nouvelles plateformes. Donc, nous croyons que nous faisons partie de ces types de nouvelles plateformes. Et après, j'aurai l'opportunité de pouvoir expliquer. Et aussi, je tiens à vous dire que c'est vraiment intéressant les webinaires que vous faites depuis le début du confinement qui a démarré en mars et depuis le début de cette crise sanitaire. Donc, j'ai structuré ici, bon, en tant que représentant d'Air France Invest, qui est une société tenue par le groupe Paul Ribeiro, j'ai structuré ici un peu la présentation en 7 points. D'abord, une petite présentation du groupe Paul Ribeiro, c'est le promoteur de projet à travers sa succursale ici en France, c'est la Air France Invest. Après aussi, quelques éléments et quelques données sur le projet Silk Road Paris que nous avons développé. Ensuite, je vais aussi essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que nous avons réalisé tel projet. Et aussi, après, je vais essayer d'évaluer la réponse que le projet donne face à ces nouveaux changements et au niveau des défis. Enfin, à la 5e point, j'allais parler un peu quelles sont les réflexions que nous amenons en ce moment sur tous ces points ont été parlés par les anciens, par les autres intervenants. Et je ferai aussi un bilan un peu sur le COVID et notre activité. Et à la fin, je pense qu'Elisa elle est en mesure de pouvoir faire passer un film avec certaines vues du centre seulement pour que les participants dans ce webinaire puissent avoir un peu la vision du centre. Bon, le groupe Paul Ribeiro a été fondé en 1931, c'est un groupe portugais. Il intervient dans plusieurs domaines, dont le BTP, l'immobilier, il y a aussi un patrimoine et une banque et aussi au niveau de l'éducation. Nous avons une école aussi au Portugal. Le groupe, au-delà du Portugal, il est présent aussi en Angola, au Brésil, au Paraguay et plus récemment en France, où voilà, nous avons démarré par ce projet que nous considérons un projet phare ici en France. En ce qui concerne Silk Road Paris, bon, on le considère vraiment une nouvelle plateforme commerciale, import-export, multilatérale. Donc, voilà. Et c'est un des investissements indirects de l'étranger, notamment bien sûr du Portugal, un des plus grands investissements qu'une société portugaise a fait à l'étranger, et notamment ici en France aussi. Donc c'est vraiment un centre commercial de gros, du textile, de la mode et de la maison et des objets. Le centre, il est ouvert depuis le fin 2018, donc c'est assez récent. Et il se localise à côté de l'aéroport Charles de Gaulle, donc voici Charles de Gaulle, et dans les axes routiers plus importants de la partie nord de la région Île-de-France, c'est l'autoroute numéro 1 et l'autoroute numéro 3 et l'A54. Il est composé d'environ 400 unités. Donc, j'appelle unité vraiment parce que je ne voulais pas ni appeler ni boutique, ni showroom, ni comptoir, parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on appelle plutôt des unités. Et dans son ensemble, le centre fait environ 90 000 mètres carrés. Au-delà de ça, il y a aussi 1600 places de parking. Nous avons aussi à peu près 200 caméras, nous avons le Wi-Fi partout dans le centre et nous avons une équipe gestion qui est dédiée. Donc la société et le groupe, nous avons été simultanément le promoteur, le constructeur et nous sommes l'exploitant du projet. Et ce point, c'est très important pour pouvoir répondre aux changements que nous assistons aujourd'hui et que nous avons déjà assisté dans le passé, qui nous ont amené à faire le projet et le concept. Il faut aussi dire que au niveau du concept, le centre, il est composé de ces 400 unités qui se divisent un niveau à l'étage, qu'on appelle le niveau de rez-de-chaussée. Il y a un niveau aussi au sous-sol, qui sont les places de parking.
Et il y a aussi un autre niveau qui peut être dédié à un espace bureau, un espace stockage. La partie du rez-de-chaussée est plutôt dédiée à un espace showroom, un espace boutique. Bon, je passe maintenant au point pourquoi est-ce que réaliser tel projet? Parce qu'en fait, c'était un ensemble d'opportunités. D'abord, on avait l'opportunité de créer une vraie plateforme de commerce de gros dans le domaine du textile et de la mode, maison et objets, dédié et conçu depuis le départ pour ce type d'activité. Donc, c'est vraiment une première fois qu'on a pu faire ça. Ensuite, l'opportunité aussi de pouvoir le faire à Paris. Paris, en tant que capitale de la mode, est un point central de l'Europe. Ensuite, l'opportunité aussi de pouvoir regrouper tous les commerçants, rassembler tous les commerçants de gros dans un seul point. Et quand on fait ce rassemblement et sa concentration de tous les commerçants de gros du textile dans la région Île-de-France dans un seul point, ça nous permet de libérer certains espaces qui sont encore dédiés à ce type d'activité, qui sont encore au centre-ville, à Paris, et qui sont aussi dans les alentours de Paris, dans les limites proches de Paris. Si on libère ces espaces, ça nous amène à pouvoir requalifier au niveau urbanistique et rénover ces quartiers qui peuvent être utilisés plutôt pour d'autres fonctions, notamment les logements et des bureaux, et concentrer la partie commerce de gros qui a des exigences et spécificités très caractéristiques dans un point hors Paris à quelques kilomètres, une vingtaine de kilomètres. Donc, et au niveau de la réponse que le projet donne à ces changements et à ces défis. Donc, nous pensons que le concept du projet lui-même, il répond déjà à certaines de ces questions. Bon, d'abord, il y a la partie, le projet il est quand même assez innovant, d'accord? Parce que pour la première fois, comme je l'ai dit avant, les unités ont été conçues exprès depuis le départ pour répondre à caractéristiques du commerce de gros. Les cellules ont un parking privatif, ils ont un monte-charge au milieu de chaque unité privative. C'est aussi la possibilité de devenir propriétaire parce que les centres commerciaux, d'habitude, ne permettent pas à chaque commerçant de devenir propriétaire. Donc ici, nous permettons cet accès. Et c'est aussi la partie de la sécurité parce que tout est sécurisé. Après, il y a aussi le respect pour l'environnement. Donc, notamment dans la construction, nous avons fait des efforts pour pouvoir faire une galerie à ciel ouvert et il y a tout un ensemble d'espaces végétalisés, non seulement dans les toitures, comme aussi parmi tout le parcours du rez-de-chaussée entre les boutiques. Après, il y a aussi la question de la dimension du projet. Donc, 400 unités, c'est déjà une quantité raisonnable, mais nous avons aussi déjà un terrain que ça permettra d'évoluer pour une deuxième phase et pouvoir encore faire une espèce d'un cluster et comme ça avoir la dimension. La dimension est très importante dans ce type de commerce de gros. Plus de boutiques, de showrooms et de comptoirs, il y en a dans un seul endroit, ça constitue une vraie destination pour tous les autres. Pour tous les visiteurs qui sont en fait les clients de nos commerçants, nous appelons les visiteurs. Et après, la réponse la plus importante que le projet donne, c'est en fait sa modularité. Donc, ces unités, ils peuvent être à la fois un showroom, pour ceux qui sont plutôt dans le domaine online et qui aimeraient toujours avoir un espace showroom avec les bureaux à l'étage. Ça peut être aussi un comptoir pour les gens qui travaillent aussi plus online, mais qui travaillent aussi dans une perspective plutôt de logistique avec un peu de stock aussi.
Et il y a aussi la possibilité de faire ça en boutique, plutôt dédié en façon traditionnelle, comme il faisait avant au niveau du commerce de gros, parmi dans certaines régions. Donc, c'est l'ensemble de ces acteurs, que c'est l'exploitant, sont nous les exploitants, les commerçants, les visiteurs, avec ces nouvelles tendances, donc tous entourés par le développement durable, nous avons essayé de répondre à toutes ces dimensions au niveau non seulement économique, mais aussi au niveau social et au niveau environnemental. Bon, après, pour le 5e point, c'est quelles sont les réflexions que nous avons en cours en ce moment. Donc, en fait, le fait d'être exploitant, ça nous permet, le but principal, c'est d'aider non seulement nos commerçants, mais aussi permettre une vie facile à les visiteurs. Et nous avons réfléchi, nous sommes encore en train de mieux réfléchir sur la partie, ce qu'on appelle en ce moment le phygital, donc c'est la mélange entre la partie physique, donc nous représentons plus la partie physique, mais aussi la partie digitale. Donc, nous essayons d'amener nos commerçants à être plutôt dans la partie digitale. Et comment est-ce qu'on fait ça? On fait des séminaires, on fait aussi des renseignements, comment voilà, faire son propre site web, comment s'insérer dans ces nouvelles technologies, parce qu'une bonne partie de ces commerçants ne sont pas encore mise à jour au niveau de certains outils. Donc, c'est à nous de pouvoir aussi leur transmettre un peu quels sont les nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser pour mieux amener son business. Nous faisons aussi des séminaires dédiés à certains aspects. Et sous ces réflexions que nous amenons, ils vont aussi nous permettre de développer la phase postérieure d'une façon, je dirais, assez plus adaptée. Au niveau du Covid-19, ce que nous avons noté, bon, c'est vrai que le centre commercial, comme tous les autres, il a été fermé pendant 2 mois et demi environ, au début de l'année. Mais nous avons noté qu'après le déconfinement, il y a eu quand même une vague de clients qui voulaient se renseigner plus sur notre centre et qui ont même décidé d'opter pour venir chez nous. Donc, nous pensons que c'est lié à 2 facteurs importants. D'une part, ils ont profité de cette occasion de Covid pour mieux réfléchir et pour faire peut-être un changement au niveau de son activité et la faire basculer vers une partie hors Paris, dont ils ont meilleures conditions. Et aussi parce que le fait de la conception du centre lui-même, il n'y a pas des espaces confinés. Donc, c'est comme c'est un centre avec la galerie ciel ouvert, c'est vrai que c'est beaucoup moins dangereux, après les informations que nous avons de la problématique du Covid. Après, je pense aussi que c'est important pour vous, et ça je demande plutôt à Elisa, si elle peut passer le film avec les images du centre, parce que comme ça c'est plus facile pour les participants de voir un peu quel est l'aspect du projet de Silk Road Paris. Et avec le film, je termine mon participation. Voilà. Merci. Bien, merci beaucoup pour ce film qui donne une image effectivement assez réelle de cette plateforme, hein, qui est tout à fait impressionnante. Donc, Delphine a parlé de l'intelligence artificielle, surtout
dirigé vers la connaissance et le service du client. Manuel Davy, à la tête de Vecchia, lui, met l'intelligence artificielle au service de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Il est à la fois actif en France et à l'international, et notamment en Asie. Manuel, dans ce contexte que nous venons de brosser, quelle est votre analyse et quels sont les produits que vous offrez pour répondre à ces nouveaux besoins? J'ai trouvé les interventions très intéressantes sur ce contexte et elles recoupent beaucoup d'observations que nous avons faites. Donc, je souhaite vous remercier aussi pour cette invitation et je suis très heureux de participer à ce séminaire et je salue tous les auditeurs. Alors, ce que je voulais dire en 2 mots, je vais d'abord présenter rapidement Vecchia. J'ai 2 slides à ce titre-là que je vais maintenant partager. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ah, bon, ça ne marchera pas, donc tant pis. Donc, je vais vous le dire à l'oral. Donc, Vecchia, c'est une société que j'ai fondée il y a 12 ans. Je viens moi-même de la recherche en intelligence artificielle par l'Université de Cambridge, le CNRS et l'INRIA. On a aujourd'hui 5 PhD qui travaillent sur des algorithmes qui sont faits pour finalement aider les approvisionneurs à mieux acheter et distribuer des produits. Donc, on a une plateforme en fait qui est en mode, comme on dit, SaaS, donc qui est dans le cloud, pour utiliser des mots français, qui permet à nos clients d'opérer finalement des décisions d'achat, de transfert de stock d'un point à un point B, que ce soit pour aller l'acheter dans les zones de sourcing ou le distribuer dans leur réseau. On est spécialisé sur la supply chain, donc une grosse expertise aussi sur le métier, qui est incarnée par le chairman de notre conseil d'administration, qui est l'ancien patron au niveau européen de la supply chain d'Amazon. Et puis, on a parmi nos clients, pour donner quelques exemples, des clients dans l'industrie comme Orange ou Engie ou PSA, des réseaux de pharmacie, des grands distributeurs, et ce qui fait qu'on opère aujourd'hui du stock dans une 50aine de pays. Alors, pour revenir à votre question sur les tendances qu'on a pu constater sur les plateformes, je dirais ce que nous voyons, c'est d'abord quelque chose que je caractériserais comme l'effet Amazon. L'effet Amazon, ce que j'appelle ainsi, c'est la proposition qui est faite par ce type de plateforme aux clients d'avoir des produits très rapidement. Donc, il y a une question de délai, avoir le produit très vite. Il y a une question d'avoir un très large choix dans l'offre qui est proposée. Et il y a la question du prix qui est compétitif. Et on se rend bien compte que pour pouvoir avoir des produits rapidement, il est nécessaire que le stock ne soit pas loin du consommateur. Ce qui nécessite pour les distributeurs, finalement, de démultiplier les points de stockage. Et là où ça devient complexe, c'est qu'il faut non seulement démultiplier les points de stockage, mais il faut avoir de plus en plus d'articles différents, puisque le consommateur veut du choix, et tout en gardant des prix. Donc la notion de la rentabilité et de la marge est absolument critique, finalement, dans la capacité à installer ce type de modèle. Donc, une des grandes tendances par rapport à ça, et les grands acteurs, comme l'a dit Jing Yang par exemple tout à l'heure, qui réussissent là-dedans comme Alibaba ou Amazon, c'est la mise en place de solutions technologiques très avancées qui utilisent massivement les données. À quoi servent les données pour mieux gérer la distribution? Elles servent premièrement à anticiper les demandes des utilisateurs, puisqu'il faut du temps pour transporter du stock d'un point à un point B, et donc il est nécessaire de l'anticiper pour être très rapidement au bon endroit. Et donc, le premier apport de l'intelligence artificielle qui se développe massivement aujourd'hui, c'est sur la prévision de la demande sur tous les niveaux de la supply chain, que ce soit d'anticiper sur un bassin de chalandise quelles vont être les ventes article par article dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, parfois aussi, et également de calculer les bonnes décisions, puisque finalement, ça sert à prendre des décisions d'approvisionnement. Faut-il racheter du stock? Faut-il faire venir du stock d'Asie? Faut-il en acheter à des fournisseurs locaux? Faut-il le faire venir plutôt en avion ou plutôt par la mer? Toutes ces décisions-là sont parfois très complexes et l'intelligence artificielle aide à les prendre. Ne perdons pas de vue que la décision d'approvisionnement, ce sont chez Amazon 35 millions de références différentes, avec des millions de points de distribution évidemment, donc la complexité est absolument hors de portée de l'esprit humain. D'où la nécessité de mettre en place ce type de technologie. Alors si on revient sur les enjeux liés au Covid, il est évident que le e-commerce, et ça a été dit précédemment, devient un canal privilégié de distribution pour l'ensemble des consommateurs. Ce que nous constatons également aujourd'hui, c'est que
dans le B2B, ce qui est assez paradoxal, le e-commerce devient aussi très fort. Donc le B2B, c'est des entreprises qui vendent aux entreprises. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'on le voit même dans la vente, par exemple, de matières premières. Alors, on achète de plus en plus des poutres en acier par poids lourd complet sur Internet, presque plus que par les canaux traditionnels. On voit la même chose quand il s'agit d'acheter une péniche de matières premières pour la pharmacie, par exemple. Donc le e-commerce a vraiment pris une tournure globale et sur tous les aspects du commerce. Et donc, pour revenir aux enjeux stratégiques pour les entreprises, il s'agit de passer souvent d'une traditionnelle distribution avec finalement des points de vente vers une plateforme digitale qui va avoir le e-commerce comme un axe central, mais qui parfois aussi pourra avoir des magasins. Donc le prisme par lequel le commerce traditionnel était regardé est en train complètement de basculer pour se déplacer vers un prisme e-commerce. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'omnicanal, hein, mais qui est fortement impacté par le côté digital de la vente. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'axe distribution. Sur l'axe sourcing, toujours sur la partie des impacts liés au Covid, on s'est rendu compte que pendant cette crise, il y a eu beaucoup de disruptions des supply chains. Pourquoi? Parce que, par exemple, les confinements n'ont pas eu lieu en même temps partout. En Chine, où ça a commencé, il y a beaucoup d'usines qui ont été à l'arrêt, donc la production s'est mise à l'arrêt. L'exportation vers l'Europe s'est mise à l'arrêt également. Et donc, beaucoup de ruptures ont été constatées. Puis ensuite est arrivé le confinement en Europe qui a généré une autre vague de ruptures. Et donc, un point qui devient essentiel dans l'analyse de la façon dont on achète des produits, c'est de prendre en compte ces risques de disruption. Là, on vient de sortir, on va bientôt, j'espère, sortir de cette crise Covid. Peu de temps, il y a quelques années, on a eu la crise aussi au Japon avec le tsunami qui a mis à l'arrêt des points de sourcing qui étaient critiques également. Donc, on se rend compte que la disruption dans les supply chains peut devenir plus régulière que ça n'avait été anticipé traditionnellement. Mais ne nous y trompons pas, acheter en Asie reste aujourd'hui quand même très rentable. Et pour répondre peut-être à une question qui avait été posée tout à l'heure sur la relocalisation, et je conclurai là-dessus, c'est que nous sommes convaincus que la technologie apporte une partie de la réponse à la relocalisation. Je dirais qu'il y a 3 points dans la relocalisation. Il y a la baisse des impôts de production qui vient d'être décidée, qui est probablement une pénalité en moins, je dirais, pour la capacité à produire dans la région. Le deuxième point, c'est la technologie qui, en permettant de rationaliser, d'optimiser finalement la production et la gestion des stocks, permet de faire des gains de compétitivité qui sont tout à fait considérables. Mais donc pour certains produits, cela commence à suffire pour devenir rentable. Pour d'autres, ça ne l'est pas et ça ne le sera pas avant longtemps. Mais nous croyons qu'il est possible que la relocalisation soit partielle, c'est-à-dire que les entreprises se dotent d'espaces de sourcing, je dirais, dans les régions proches, pour leur permettre de faire face à de nouveaux risques de disruption qui peuvent se produire, on le sait maintenant, de manière assez régulière. Donc voilà, ce sera ma remarque de conclusion et merci à nouveau pour cet espace de parole. Merci pour la brièveté qui ne va pas sans une grande clarté. Un certain nombre de questions ont été posées. Elles ont reçu des réponses, notamment d'Alexandre et de Delphine. Comme le temps nous est compté, je vous propose donc de résumer les questions qui demeurent et que, avant de laisser la parole pour le mot de la fin à Jean-Pierre Raffarin, chacun réagit par rapport à ces questions-là. La première question, naturellement, a trait à la relation humaine. Est-ce que cette digitalisation ne déshumanise pas les relations? Le commerce était une occasion de rencontre. On voit qu'il y a un problème il y a un aspect générationnel. Ça a été rappelé par les chiffres donnés par Delphine. Ceux de moins de 25 ans utilisent à 50% le e-commerce et ceux de plus de 50 ans ont un usage qui représente 6% du e-commerce. Donc, c'est une question de génération. On voit aussi en France que le e-commerce, finalement, ne représente aujourd'hui qu'environ 10% du commerce de détail. Est-ce que ce taux est appelé à croître rapidement ou est-ce que cet aspect humain fait que, pour nos civilisations, c'est un frein? Et c'est la deuxième question. Est-ce que
il y a un aspect civilisationnel, national, dans le recours au e-commerce, à la fois du côté des consommateurs, mais aussi du côté des producteurs et des distributeurs. Alors bien sûr, les données permettent de mieux connaître le client, d'adapter le produit, mais est-ce qu'il n'y a pas un compartimentage entraîné par les habitudes nationales et donc une sorte d'obstacle à la mondialisation? Ça, c'est le premier type de question. Le second type de question montre que le commerce de gros, finalement, en Europe, résiste. Enfin, en tout cas, a résisté sur le long terme. Et comme le disait Jean-Pierre Raffarin, au-delà des différences culturelles, il y a le facteur confiance, honnêteté. Les consommateurs européens font plus confiance à une personne physique qu'un algorithme. Et que donc là aussi, c'est un élément qui peut freiner la pénétration du e-commerce, au moins en Europe. Alors, il y avait une question à laquelle il a été répondu par Alexandre, c'était celle de savoir si on pouvait utiliser les services d'Alibaba en France, en Europe. Alexandre a répondu qu'effectivement, Alibaba avait une branche logistique, une branche transport AliExpress, et que tous les jours, il y a 2 vols chargés de marchandises qui arrivent en Europe, et il faut 10 jours entre la commande et la livraison. Et on revient à ce que l'on disait avec Alexandre, cet aspect de concurrence où l'espace et le temps ne sont plus des facteurs primordiaux. Delphine, est-ce que ces questions et puis d'autres que vous pourriez avoir en tête vous fournissent quelques mots pour, de votre côté, conclure ce webinaire? Oui, je crois qu'on a eu dans les questions quelques éléments sur la localisation. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un enjeu que les pays doivent mettre en avant dans leur relation avec leurs clients. Certes, il y a une mondialisation et vous venez de citer ces exemples chinois. Il y a aussi un sursaut des consommateurs qui veulent acheter plus local pour des raisons écologiques, de limiter l'empreinte carbone, pour aussi avoir plus de contrôle sur l'impact sociétal de leurs achats, les emplois qu'ils créent, la façon dont les gens sont traités. Et je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une remontée en puissance des acteurs locaux, principalement avec la désintermédiation. Donc, c'est une question sur laquelle, effectivement, il y a un gros impact sur le commerce de gros. Pardon. Merci, Christophe. Oui, de mon point de vue, la pénétration du e-commerce va continuer à se développer sur de plus en plus de catégories. Et je vais prendre comme exemple le domaine du bricolage à nouveau, et notamment les fenêtres. Et je connais très bien un acteur du e-commerce suédois qui s'appelle Big Hema. Acheter des fenêtres, ce n'est pas anodin, on n'en achète pas tous les jours et c'est très technique. Et ils ont développé un système d'assistance téléphonique qui guide les consommateurs dans le choix des bons articles. Et ils ont aussi développé un réseau de showrooms en Suède qui permet aux gens de toucher, de voir des articles d'ameublement. Et ça illustre pour moi la combinaison de solutions très digitales, peu humaines, avec des accompagnements humains, ou bien à travers un accompagnement téléphonique, comme sur le choix d'un article technique, comme sur des lieux physiques qui permettent de voir et de toucher l'article. Donc, il me semble que beaucoup d'acteurs de e-commerce sont en train de faire tomber des barrières à l'entrée et qui vont permettre au e-commerce de se développer toujours davantage dans des catégories qui, aujourd'hui, nous semblent protégées. Mais je ne vois pas de segment de marché qui puisse se dire « je suis éternellement protégé et cette révolution du digital et du e-commerce ne va jamais m'atteindre ». Merci. Jing. Jing.
mets ton micro. Allô? Oui, oui, oui. Ah, oui. Alors. Non, j'ai simplement une petite chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit sur Alibaba, enfin avant, historiquement, quand on parle e-commerce, c'est sur Alibaba, mais aujourd'hui, en fait, les canaux les plus influents, ça passe de JT.com, ça passe de TikTok, enfin, on a beaucoup plus de choix de ne pas simplement aller vendre nos produits en Chine ou ailleurs à travers ces canaux-là, mais surtout de se faire une image qui est certes virtuelle pour commencer, de mesurer les risques et les menaces sur le marché chinois ou ailleurs. Et ça permet de commencer avant d'aller vers la vente ou parler de la fabrication, de directement tout, de créer d'abord une relation singulière avec évidemment une stratégie digitale de la marque et avant de savoir est-ce que je vais investir ma chaîne de fabrication, continuer à le faire en Chine ou je vais le continuer à faire parce que c'est l'authenticité française qui est séduisante dans l'histoire. Et toutes ces choses-là, en fait, je suis un designer, je suis, malgré collaboration avec Alibaba, je suis quelqu'un de plutôt valeur immatérielle. Et je trouve qu'il faut d'abord développer ce côté immatériel avant de parler des produits et de la fabrication. Et aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir le faire avec un coût très réduit sur ces plateformes-là et dialoguer directement avec ces jeunes consommateurs. Je pense qu'il faut saisir avant de se parler de la vente et de la fabrication. Voilà. Merci. Miguel? Bon, voilà, seulement aussi pour dire encore une petite chose, c'est que je pense que ça, dans le futur, bien sûr que le commerce online, il va sûrement prendre une bonne partie de pourcentage au niveau des transactions, mais le physique restera toujours et ça sera toujours un avantage pour tous les clients de pouvoir toucher vraiment au produit et pouvoir voir qu'est-ce qu'ils vraiment achètent. Et toute cette transformation, il y a toujours une place pour la partie physique. C'est seulement cette évolution. Avant, on avait un comptoir. Aujourd'hui, on a une boutique. Demain, on aura un showroom. Donc, c'est cette transition que les centres modernes de commerce de gros peuvent faciliter, peuvent aussi s'associer à la partie digitale. Voilà. Merci. Merci. Manuel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter après votre brillante présentation? Merci. C'est difficile de passer après toutes ces remarques très pertinentes. Je voulais simplement insister peut-être sur un point, c'est que les plateformes de commerce traditionnelles européennes ont encore des cartes à jouer pour toutes les raisons qui ont été dites, de spécificité locale, d'identité, d'authenticité. Mais on voit bien que l'enjeu pour elles aujourd'hui, c'est de se transformer extrêmement vite. On parle beaucoup de digitalisation, on l'entend à travers la crise du Covid, des petits magasins qui ne savent pas vendre pour Internet, mais c'est vrai aussi à une autre échelle pour les grands groupes. Et vraiment, il y a un enjeu de nécessité de rattraper le retard technologique, mais ce n'est pas si simple parce qu'il faut en même temps garder une forme de souveraineté sur ces technologies. Et donc, on sait bien, il ne faut pas faire de pacte avec le diable, comme on dit, pour le commerce traditionnel. Et donc, c'est ça la grande question pour le commerce aujourd'hui en Europe, c'est comment se transformer d'un point de vue technologique rapidement sans perdre sa souveraineté. Merci beaucoup. Jean-Pierre, donc Manuel vient de parler de souveraineté qui est à l'origine de notre réflexion sur ces chaînes de valeur. Est-ce que tu peux donc faire part de ton sentiment après ces échanges particulièrement riches, mais hélas trop contraints par le temps? Bon, tout ça est passionnant. J'ai retrouvé beaucoup d'idées puissantes qui ont été exprimées par les uns et par les autres. Et donc, je pense qu'il y a une bonne matière à jardiner un peu ce webinaire sur beaucoup d'idées. Je vais revenir sur la question de souveraineté. Sur la question du commerce, au fond, je retiens, et ce qui me paraît le plus important, c'est le centré client. Au fond, à partir du moment où on est centré client, on voit bien que les technologies, mais le physique peut y trouver sa place, mais les technologies, et notamment la conversation
avec le client permet dès en amont d'anticiper, voire de pouvoir satisfaire même en faisant du client le producteur d'une certaine manière par les échanges d'informations. On voit bien que là qu'on entre dans un système qui est une sorte d'aboutissement du marketing où vraiment on va sur la destination et on construit le chemin en fonction de la destination. Et c'est, je crois, quelque chose qui est très important. Avec ça, c'est Delphine qui nous l'a dit. Et puis, quand Jing Yang dit l'imagination n'a pas de frontières, je crois que ça, c'est aussi très important parce qu'on voit bien que sur tous ces sujets, il va falloir à la fois une certaine harmonisation des comportements et en même temps une diversité des cultures. Parce que le numérique, il a cet avantage de pouvoir s'adapter au territoire, donc de prendre la morphologie de la culture territoriale, mais en même temps, il y a une harmonisation des styles de vie, les références de Jing Yang tout à l'heure sur mon premier coca, mon premier arrivé à Paris. On voit bien qu'il y a quand même quelque part un consommateur mondial qui est en train d'apparaître, même si la diversité va rester puissante. Donc, je pense qu'on va avoir ce couple, c'est peut-être ce qui est le plus important dans toute cette discussion, c'est comme le commerce, au fond, c'est la vie, comme la vie, elle est complexe et donc elle est contradictoire. Et donc, il y a diversité et harmonisation. Il y a la capacité à, au fond, dématérialiser, à faire du commerce un échange d'informations. Nous sommes dans une société de l'information et le commerce c'est de l'information, mais aussi, naturellement, c'est du physique. Et donc, il y a cette complexité-là qui, je crois, est quand même très intéressante et qui devrait nous permettre, au fond, de se dire que c'est quand même un sujet, si vous me permettez une petite perspective politique, en tout cas pour le monde occidental, c'est quelque chose de très intéressant que de pouvoir centrer client, c'est-à-dire centrer personne humaine. Car au fond, il y a un débat aujourd'hui entre la personne et le groupe. On le voit avec la reconnaissance faciale, par exemple. On voit que à l'Ouest, on est plutôt pour la reconnaissance de la personne et cette démarche qui est au fond cette orientation complète vers la commercialisation et donc le centré client fait que nous sommes là dans une situation qui doit être pour les cultures occidentales aussi quelque chose qui est accessible en termes de valeur. Et je termine, Serge, par ton point sur la souveraineté. On voit bien que la souveraineté aujourd'hui est nécessaire quand on voit qu'un peuple manque de Doliprane, par exemple, et donc on est bien conscient qu'il nous faut essayer d'avoir un certain nombre de priorités pour lesquelles on peut fournir la prestation aux consommateurs, en l'occurrence aux citoyens quand il s'agit de crises comme la Covid. Mais le fond de l'affaire, c'est quand même de se dire que la souveraineté, elle ne peut être que partielle et que nous sommes dans un monde qui est forcément ouvert et que donc il est nécessaire d'avoir souveraineté et coopération. Aucun pays aujourd'hui, même pas la Chine, ne peut être présent sur toutes les formes de produits. Donc il y a nécessité de coopération et donc toute la dialectique que nous avons à bâtir, c'est la dialectique entre au fond, la part de souveraineté, quelles sont les choses essentielles que nous voulons produire vraiment chez nous, et puis la part de coopération, parce qu'il faut pouvoir aussi aller acquérir chez les autres, et puis créer par l'échange de la valeur. Donc au fond, ce qu'on voit bien, et ce qui est très important, je crois, c'est que le commerce est une activité extrêmement vivante, une activité extrêmement économique et culturelle, donc elle sera toujours là et qu'au fond, on peut parler de la crise du commerce, du grand commerce, de l'hypermarché, on voit bien qu'il y a des redistributions, mais au fond, on est en train d'inventer d'autres formes de commerce et le commerce se réinvente toujours, mais il se réinvente de manière complexe, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pour parler comme Jing Yang, il y a le yin et il y a le yang, il y a la diversité et il y a l'harmonisation. Il y a le digital et il y a le physique. Il y aura de toute façon cette complexité parce que le commerce, ça reste quelque chose qui est un média, une information entre deux personnes. Et que cela, c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, doit s'exprimer de manière physique, même si on a une connaissance et même si la conversation, aujourd'hui, ce qui est quand même une des formes d'expression de l'humanisme, c'est bien la conversation, elle peut être numérique. Merci en tout cas de tout ce que nous avons appris grâce à vous tous.
Merci Jean-Pierre, merci aux intervenants, merci aux participants d'avoir suivi ce webinaire qui s'inscrit dans la ligne de ce que nous faisons pour approfondir cette notion complexe de souveraineté. Nous aurons l'occasion dans les semaines, dans les mois qui viennent, de revenir sur ce concept à travers sa signification de produit, de secteur, mais aussi spatial. Et donc, je vous invite à suivre l'actualité de FPI. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité de notre webinaire, il y a naturellement un replay. Merci à tous. Bonne journée.